expulser quelqu'un qui ne paye pas son loyer, ça peut être très difficile puisque du 31 octobre au 31 mars, tu as la trêve hivernale. Conjugué au fait que les procédures judiciaires sont longues, oui, ça peut durer 1 an, si ce n'est plus, et après on peut retomber dans la trêve hivernale, donc pas applicable avant l'expiration du délai, savoir fin Donc mars. ça peut durer très longtemps, Ça ça peut peut être durer- des procédures en plus très coûteuses. C'est pour ça que je ne conseille pas d'avoir des associés qui ont un part égal. Ok. Ça, c'est une catastrophe parce que ça peut créer un blocage. Bien sûr, pour prendre les décisions, en fait, Spécialement quand il y en a que deux. Oui. 50%, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un blocage? c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ce que j'ai oublié de dire dans une SCI, c'est que les associés sont indéfiniment responsables des dettes. Si la SCI n'est pas capable de payer, à ce moment-là, ça se retourne sur le patrimoine propre des associés. Donc on peut être saisi à titre personnel si toutes les voies de recours ont été épuisées contre la SCI. Ça, il faut le savoir. La loi de finances 2026 prévoit que pour les travaux énergétiques, il y a un abattement fiscal de 40 000 euros. Il est actuellement de 10 700 et il pourrait être augmenté à 40 000 euros, justement pour remettre dans le marché les logements qui sont actuellement classés Les dans logements qui sont actuellement en passoire Dernier. énergétique pour les sortir de cette zone et les remettre dans et le pour améliorer aussi parc le locatif. confort des Français, faut le dire. En plus. Vous écoutez le podcast Les gens d'ici et je vous en remercie. Je suis Gauthier Herzog, conseiller immobilier alsacien, plus spécifiquement dans le Haut-Rhin, et je suis là pour vous accompagner pour vos projets de vente, d'achat ou si vous avez besoin d'une estimation. Vous retrouverez tous mes coordonnées dans la description et moi je vous dis à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Les gens d'ici, le podcast qui donne la parole à toutes les personnes qui touchent de près ou de loin tous les métiers liés à l'immobilier. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir comme invité Maître Sacha Kahn, avocat à la Cour d'appel de Colmar. Bonjour Sacha. Bonjour Gauthier, merci Alors- de me faire l'honneur de m'inviter pour ce podcast et je t'essaierai de répondre au mieux aux questions que tu souhaiteras bien me poser. Eh bien écoute, c'est ce qu'on va faire ensemble. Sacha, pour t'expliquer un petit peu les règles du jeu, donc c'est comme une discussion longue, une trentaine de minutes, on va aborder différentes thématiques et le but c'est de parler sans chichi et sans langue de bois. Ça, c'est compliqué pour un avocat, mais je m'engage à le faire au mieux. Tout à fait. Écoute, avant toute chose, Sacha, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Bien sûr. Donc, je m'appelle Sacha Kahn, j'ai 32 ans. Je suis colmarien d'origine puisque j'y suis né et j'ai passé mon enfance. Je ne dirais pas que j'ai grandi parce que ça s'est arrêté assez vite, mais c'est une ville que j'affectionne particulièrement. C'est ma ville de cœur, voilà, tout simplement ce que j'aimerais dire. Donc, j'ai commencé à faire mes études primaires et secondaires à Colmar. J'ai fait toute ma scolarité à Colmar. Mon bac en poche en 2011, j'ai embrayé sur une licence de droit à la faculté de Strasbourg. Puis j'ai enchaîné sur un master en droit des affaires, le droit des affaires qui comporte tout le droit commercial, le droit civil, le droit du travail, mais aussi une dominante pénale des affaires notamment. Et puis en 2018, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers le concours de la profession d'avocat que j'ai obtenu. Et puis j'ai été diplômé du CAPA, qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, en 2019. Et donc j'ai prêté serment en janvier 2020. C'est là que j'ai commencé à travailler, 3 mois avant le Covid. Donc c'était une belle entrée en matière. Ça fait maintenant quasiment 6 ans que j'exerce à Colmar. Et d'après ce que j'ai cru comprendre en venant, c'est une histoire de grand-père, père et fils. Oui, tout à fait. En réalité, c'est mon grand-père qui a créé le cabinet il y a plus de 70 ans. Il a été rejoint par mon père au début des années 80, en 80, sauf erreur de ma part. Et donc c'est tout naturellement qu'une fois mon diplôme en poche, si j'ose dire, j'ai décidé d'encourager cette perspective de continuation de cette entreprise familiale. Et donc, j'ai décidé de travailler dans ce cabinet qui, en plus, j'ai la chance, qui porte mon nom de famille. Donc, le nom est fait. Je suis en train de faire le prénom. Bon bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu exerces à Colmar, tu aurais pu choisir d'aller à Paris ou dans d'autres grandes villes. Selon toi, c'est quoi les spécificités du marché local, au point de vue colmarien? Donc, du marché local en termes immobiliers. Oui, en termes immobiliers et globalement en termes juridiques. Alors, qu'est-ce qui te donne envie d'être oui. à Colmar? Tout à fait. Alors, en fait, durant mon école d'avocat, j'ai eu l'obligation de faire des stages de 6 mois que j'ai effectués à Paris, notamment un dans un cabinet d'avocats, et j'ai pu constater, ayant fait divers stages préalables dans des cabinets alsaciens, et notamment à Strasbourg, que les modalités et l'ambiance de travail n'est pas la même, puisque à Paris, déjà, il faut savoir que plus de la moitié des avocats de France sont concentrés à Paris, donc la concurrence est extrêmement rude. C'est difficile de se faire une marque et surtout, les perspectives d'évolution ne sont pas forcément aussi reluisantes qu'elles ne puissent l'être dans le reste de la France et en tout cas en Alsace, notamment dû par cette concurrence et par des coûts, des charges qui sont évidemment pas les mêmes, notamment en matière locative
tant un terme privé que locatif pour le cabinet. Parce que Bien le sûr. cabinet, essentiellement, ça peut se louer, mais ça doit engendrer certains coûts. Et tu n'es pas sans savoir que ce n'est pas le même ici qu'à Paris. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'inscrire à Colmar. Et la deuxième raison, si tu le permets, c'est parce qu'à Colmar, en Alsace, Moselle, il y a un droit local où en réalité, il y a deux types d'avocats. Comme à l'époque, il y avait les avoués. Il y a les avocats au tribunal et les avocats à la cour d'appel. Ok. Donc moi, je suis inscrit, le cabinet est inscrit à la cour d'appel, donc mes dossiers sont pas exclusivement, mais en grande partie, centrés sur la cour d'appel, puisqu'il faut être avocat à la cour d'appel pour aller à la cour d'appel, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la France. Autrement dit, un avocat au tribunal ne peut pas aller à la cour d'appel sans faire appel Mhm. à un avocat inscrit à la cour d'appel, et moi, je ne peux pas aller au tribunal, sauf si je fais appel à un avocat inscrit au tribunal. Hors exception, type prud'homme, pénal, etc. Mais ce n'est pas l'objet du Donc il y a débat. aussi un régime spécifique en Alsace-Moselle C'est un globalement. droit local, Mhm. c'est du reliquat, entre guillemets, un peu de l'ancien droit allemand, Ouais. pour faire large. Et donc c'est pour ça qu'on est plutôt spécialisé en appel dans ce cabinet-là. Ok. Voilà. Et avant, bon, je t'ai écouté avec grande attention. Tu as justement parlé du coût de la vie aussi à Paris, ce qui t'a fait aussi venir, enfin, rester à Colmar pour reprendre l'affaire familiale. Justement, maintenant, si on peut faire un point sur le marché local, comment toi tu vois actuellement le marché de l'immobilier en Alsace et après plus spécifiquement à Colmar? Alors, euh, de ce que j'observe, c'est que depuis les années 2022 à 2024, donc 2022 qui correspond, comme tu le sais, à la crise, enfin à l'opération spéciale, comme appellent ça les Russes, en Ukraine, le coût de l'énergie a fortement augmenté. Mhm. Ça a entraîné une hausse drastique du coût de l'électricité, du coût du gaz, Mhm. etc., etc. Ce qui fait que du coup, les charges des entreprises ont grandement augmenté, faisant de facto baisser leurs bénéfices, et ça se répercute ipso facto sur le pouvoir d'achat Bien des sûr. particuliers, puisque leurs charges également ont augmenté, puisqu'il faut se chauffer, on a besoin d'électricité, et que les perspectives d'augmentation salariale ont nécessairement baissé de par la baisse des bénéfices des entreprises. Donc ça, c'est un point. Moins de pouvoir d'achat égale moins d'investissement, ça Bien me sûr. paraît assez classique. Donc ce qui fait que le marché a beaucoup chuté de 2022 à 2024, mais 2025, et là je parle sur le plan national, est une perspective d'amélioration. Mhm. C'est une reprise qui est timide. Ok, C'est plus une convalescence qu'une vraie bien sûr. reprise, puisque l'offre, enfin, si vous voulez, le marché immobilier a augmenté de 4%. Ça reste stable, Mhm. enfin pas stable, ça reste fragile, ça reste relativement instable, mais ça reste une perspective favorable. Ok. Ça, c'est dû notamment aux incitations fiscales qui ont été décidées pour faire face à cette crise-là. C'est dû aussi à la Banque Centrale Européenne qui a décidé pas moins de 8 baisses successives du taux d'intérêt directeur pour l'amener à environ actuellement 2%. Oui. Donc le taux d'intérêt directeur, c'est le taux que fixe la Banque Centrale Européenne sur lesquels les banques Les peuvent banques emprunter françaises après empruntent. et ensuite répercuter ce taux-là sur les particuliers. Donc il Ouais. est évident que plus ce taux directeur est faible, moins les taux d'intérêt proposés par les banques sont Bien susceptibles sûr, d'être il y élevés. aura une répercussion en France des taux d'intérêt que la Exactement, Banque Centrale Européenne va sortir. Et exactement. justement, toi, dans tes dossiers, est-ce que tu sens aussi une évolution dans les dossiers que tu traites, toi qui es au contact justement de tes clients, entre 2022 et aujourd'hui, quelle évolution tu as pu voir au sein de tes dossiers? Moi, ce que j'ai pu observer dans ces dossiers-là, c'est très simple. Alors, tous les dossiers ne sont pas identiques. Bien sûr. Tous les dossiers peuvent traiter de problématiques qui se rejoignent, mais à Mhm. chaque fois, chaque cas est différent. Mais ce que j'observe absolument, c'est le défaut de remboursement des crédits. Ok, J'observe que justement cette crise de l'énergie qui a bien induit sûr. une perte du pouvoir d'achat a mis en péril un certain nombre d'emprunteurs dans le cadre du remboursement de leurs Mhm. crédits, les amenant soit à opérer un rééchelonnement de leurs prêts, et jusqu'au pire, ça va jusqu'aux procédures judiciaires, Ok, et à ce moment-là, ils doivent payer le prêt comptant, ce qui passe généralement par une vente du bien immobilier qui bien a sûr. été grevé d'hypothèques, etc. Mais le principal litige que j'observe par rapport à cette crise-là, c'est ça, c'est le défaut de remboursement des prêts, qui sont en augmentation, en tout cas dans les dossiers que je traite. Ok, donc c'est là où toi justement tu interviens pour trouver des solutions et puis accompagner tes clients. Exactement. Justement, tu as aussi parlé de la hausse des matières premières. Oui, Aujourd'hui, on a un enjeu fondamental qui est la rénovation énergétique oui. au sein du domaine immobilier et du bâtiment dans sa globalité. Euh,
Aujourd'hui, on a un souci entre guillemets, hein. On a des diagnostics de performance énergétique à faire, donc des DPE. DPE, oui. In fine, quand le DPE est mauvais, donc E, F et G, ce qu'on appelle en passeur thermique, Oui, on a un audit. oui. Aujourd'hui, tout ça, ça a un impact aussi sur les financements auprès des banques. Est-ce que toi, cet audit énergétique et toutes ces nouvelles normes qui interviennent notamment sur le point de vue de la location ont des répercussions sur ton travail? Est-ce que tu constates une évolution dans ton domaine? Oui, bien sûr, bah, nécessairement. Qui dit renforcement des normes liées au DPE, Mhm, dit renforcement des contentieux. bien sûr. Plus il y a de normes, plus il y a de risques de contentieux. Ça, c'est malheureusement arithmétique. Alors effectivement, il y a beaucoup de contentieux sur est-ce que le DPE a été fait conformément aux règles de l'art, comme on dit Mhm, dans le milieu, et est-ce que ça respecte tous les critères qui ont été donnés. Ça peut être des problématiques. Les problématiques aussi au long terme, c'est que les DPE ont vocation à évoluer en fonction bien sûr. du contexte. Et donc des investisseurs qui ont projeté de pouvoir louer cet appartement alors qu'il est dans une catégorie qui n'est pas encore totalement défavorable, Oui. pourraient se retrouver dans les catégories dites passoires thermiques que tu as évoquées. Mhm, Et donc ça crée une insécurité juridique bien pour sûr. l'investissement, puisque ça passe par des hausses Oui. d'imposition ou des amendes pour non-respect, etc. Ça, c'est la problématique, c'est l'incertitude liée à l'évolution du contexte. Mais pour rebondir, si tu me le permets, il y a aussi des problématiques qui sont liées au PLU, Oui, donc au plan local d'urbanisme, bien sûr. qui sont décidées par chaque commune Mhm, ou intercommunale. Et le non-respect de ces PLU peut entraîner naturellement la non-délivrance du permis de construire, mais aussi, si jamais on observe que le PLU n'a pas été respecté en dépit du permis de construire, etc., ça peut aller jusqu'à la démolition du bien, y ok. compris s'il est achevé. Ouais. Donc ça, c'est des risques qu'il faut quand même anticiper parce qu'ils sont Mhm, anticipables, ok. tout simplement. Et c'est bien que tu en parles d'ailleurs parce que justement on en a discuté un peu en préalable quand on a préparé le podcast. Aujourd'hui en France et aussi du point de vue local, on assiste à une petite crise de l'immobilier dans le sens où on remarque qu'il y a énormément de demandes sur le marché, peu d'offres en parallèle. Et en parallèle de tout ça, il y a aussi de plus en plus de normes. Donc des investisseurs qui ont plus de mal à acheter, à mettre en location et qui sont quand même sévèrement réprimés de par les diagnostics. Mhm. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner, toi, un investisseur, pour aborder l'année 2026, on va dire un peu plus sereinement? Franchement, objectivement, il y a pas plus de conseils à avoir en 2026 qu'en 2025 ou Mhm, 2024. Les règles sont sensiblement les mêmes. Ce qui change, c'est les modalités. Il bien y a sûr. toujours eu le respect du PLU, toujours le respect du DPE. Il faut vraiment faire un audit généralisé en amont de chaque Mhm, investissement pour voir si le projet respecte et quels sont les risques. Ça, il faut anticiper avant. Parce que ce que je constate dans trop nombreux dossiers, c'est que c'est fait à la va-vite. Il y a des investisseurs, bien sûr. notamment des promoteurs, qui disent allez, on y va, on construit. Et on se rend compte plus tard que le PLU n'est pas respecté, que les normes DPE posent souci, Mhm, etc. Ce qui veut dire que derrière, ça engendre nécessairement du contentieux. Le contentieux, ça met tout en stand-by pendant des années parce que les procédures judiciaires sont telles qu'elles sont. Et puis si on n'est pas d'accord, on va en appel, bien sûr. etc. Donc vraiment, il faut veiller à tout ça en amont. Ok. Voilà. Et justement, quelle réforme juridique il faut surveiller en 2026? Alors, il y a un certain nombre de réformes juridiques qui vont arriver en 2026, mais qui ne sont pas encore certains, puisque ce qui est compris dans la loi de finances 2026, mais à ce stade, tu connais les difficultés à voter le budget, L'instabilité. ce serait d'exclure les biens qui sont mis en location, mais pour une longue durée, Ok. de l'IFI, donc de l'impôt sur la fortune Sur la immobilière. fortune immobilière. Donc, quand c'est une longue durée, c'est-à-dire supérieure, je crois, à 6 ans, mais comme c'est qu'un projet de réforme et que les décrets d'application ne sont Mhm, pas encore passés, je ne peux pas le dire avec précision, mais dans le fil, ce serait une location de plus de 6 ans. ok. Hein, ce qui exclut de facto les Airbnb et Bien ce sûr, genre oui. de choses. Il y a aussi, et ça c'est très important, je serai très court, une diminution de la plus-value immobilière. Quand tu vends un bien, tu l'as acheté 100, tu le revends 120, la plus-value est de 20. Bien sûr. Donc il faut que tu payes un impôt sur cette Sur 20 plus-value 000 euros de immobilière. plus-value. Les résidences principales sont exclues, Exactement. mais cette loi voudrait dire que pour que la résidence principale soit exclue, il faudra avoir le bien. Le bien doit être détenu depuis au moins 5 ans. Ça, c'est une Ok, donc nouveauté. il faudrait plus de 5 années de détention Pour la pour être résidence exonéré de principale. la plus-value sur la résidence Pour la principale. résidence principale. Et ensuite, pour les autres biens immobiliers, pour être totalement exonéré de plus-value, il faut le détenir durant au moins 22 ans. Ok, Il est question, pour remettre les biens dans le marché, parce que beaucoup estiment que s'ils le vendent, ils vont devoir payer une bien sûr. plus-value, de réduire cette durée à 17 ans. Ok, Donc, de pouvoir le vendre plus facilement. Voilà
les deux Donc grandes ça, mesures voilà. que j'ai optées. Et aussi, il y a aussi une petite réforme sur les meublés touristiques type Airbnb, où les revenus sont moindres, Ce etc., qui pour les devient d'ailleurs abattements à TVA. un sujet majeur, notamment à Colmar. Aujourd'hui, il y a Voilà. beaucoup de restrictions sur les Airbnb, mais je pense qu'on y verra aussi plus clair en 2026. Oui, bah alors tout ça, il faudrait une politique nationale et pas Oui, simplement des décrets municipaux bien sûr, ça doit être fait comme c'est un le cas échelon actuellement. au-dessus. Puisque aujourd'hui, pour avoir un bien immobilier en Airbnb, Mhm, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, hein, bien c'est pas sûr. rétroactif, on peut avoir un bien immobilier en Airbnb. Mais pour en avoir un deuxième, il faut avoir un bien en location longue durée. Ok. Donc, un bien Airbnb, ok, un deuxième location longue durée, un troisième, une autre location longue C'est un durée. principe compensatoire. Moi, je pense à la commune de Ribeauvillé qui a fait Oui, ce principe-là, un appartement location longue durée, un appartement Airbnb en parallèle. voilà. Ça, c'est ce que certaines communes mettent déjà en place et je pense que c'est une bonne C'est le initiative. cas à Colmar en tout cas. Par contre, et sauf erreur de ma part, le premier Airbnb, il n'y a pas besoin de justifier d'un bien en location à côté. C'est à Mhm. partir du deuxième. Oui, et faut avoir sa résidence principale dans la commune en Oui, tout à général. fait. Maintenant, ce que je te propose, Sacha, on va passer sur la deuxième thématique, à savoir l'encadrement des loyers, Oui, tout à fait. qui est quand même un enjeu primordial aujourd'hui. On a parlé avant de l'offre, de la demande. Peux-tu nous expliquer justement qu'est-ce que c'est l'encadrement des loyers? Alors, pour comprendre l'encadrement des loyers, Gauthier, il est important de savoir si c'est une zone tendue ou pas une zone tendue. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce Qu'est-ce que ça chinois? veut dire, Sacha? C'est la première question qu'imagine que tu allais me poser. Alors, une zone tendue, on considère que c'est une zone d'urbanisation, Ok. donc une ville, une agglomération, où il y a plus de 50 000 habitants, ça c'est un critère. Donc c'est-à-dire que Ok. toutes les villes ou agglomérations en deçà de ce seuil de 50 000 ne sont Mhm. considérées de facto comme des zones non tendues. Ok. Et donc il faut qu'il y ait une zone de plus de 50 000 habitants où il y a un déséquilibre très marqué entre la demande de logement et d'offres Et de l'offre, logement. oui, On ne 100%. parle que de logement, on ne parle pas d'investissement ou de biens Oui, vides ou vacants. bien sûr. Hein. Et donc à ce moment-là, il est interdit d'augmenter les loyers de plus de 20% Ok. par rapport à un loyer de référence qui est fixé par la préfecture dont dépend la commune. Ok. Ça, c'est un enjeu majeur parce que dans les zones non tendues, et par principe, alors évidemment en droit il y a plus d'exceptions que de principes, mais par principe, dans les zones non tendues, il y a le principe de liberté de la fixation des loyers. Oui. Donc en principe, le bailleur, à titre locatif, parce que je m'intéresserai essentiellement au domaine d'investissement locatif, si tu le permets, on pourra revenir si on a le temps, sur les baux commerciaux, mais en tout cas mon propos est concentré là-dessus. Sur les zones non tendues, Mhm. il y a le principe de la libre fixation des loyers, donc le bailleur peut faire ce qu'il veut. Ok. Voilà. Par contre, il ne peut pas augmenter un loyer en cours de bail. Oui. Ça, c'est pas possible. Sauf si il a prévu une clause d'indexation dans le contrat de bail. Sur l'indice IRL, Et- par exemple. exactement. Et donc ça, c'est automatiquement, normalement, chaque année, réévalué Bien sûr. sur un indice, l'indice de référence des loyers qui est fixé par l'INSEE. Oui. Et donc le propriétaire peut se varier là-dessus. Il faut aussi qu'il y ait une clause de révision qui lui permet de réviser le loyer s'il veut le Bien réaugmenter sûr, s'ils veulent le en réaugmenter. cours de bail. C'est les deux conseils que je précise dans les baux. Il est Oui. important de préciser ces deux clauses. Ça, Ok. c'est Et indiscutable. après, il y a des petites exceptions s'il y a des gros travaux qui sont faits, Voilà. mais on va pas forcément rentrer dans le détail. Donc, pour résumer, ce que c'est les zones tendues et non tendues. Donc, une zone tendue, c'est quand la demande est supérieure à l'offre. Dans les communes de plus de 50 000 habitants Et qu'il y a un manque de logement. et qu'il y a un manque de logement Voilà. aussi. Justement, maintenant, on va parler de Colmar. Oui. Colmar n'est pas en zone tendue. Non. Selon toi, est-ce que Colmar devrait être en zone tendue ou non? Moi, j'ai été très surpris que Colmar ne soit pas en zone tendue, Oui, pour être tout à fait précis. Toi qui es dans l'immobilier, tu peux le confirmer. bien sûr. Il y a vraiment une tension absolue dans le secteur. J'observe d'ailleurs que Colmar fait office de bon élève une fois de plus, dans la mesure où la demande est supérieure à l'offre de 9%, ce qui prouve que le C'est une marché immobilier sacrée différence. se porte bien Oui, par rapport au niveau national. Je rappelle qu'au niveau national, c'est 4%, nous on a 9%. ok. Donc c'est quand même le double, c'est assez énorme. Euh, Par contre, en dépit de cela, Colmar n'est pas en zone tendue. Alors je suis assez surpris, Bien sûr. pour moi ça devrait être le cas, de sorte que l'augmentation des loyers, sous réserve d'exception, est à la libre appréciation du bailleur. Oui, Voilà. Après, il y a un principe qui dit que, y compris en zone tendue, le loyer doit être conforme au précédent loyer oui, effectué à l'ancien locataire. Alors, on peut toujours l'augmenter, mais il ne faut pas qu'il passe de 100 à 1000, quoi. bien sûr. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Et justement, tu as dit au point de vue national, Colmar joue le bon élève. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui explique que Colmar aujourd'hui est autant attractif et pourquoi
quand on a eu certaines crises au point de vue national, Colmar et toute sa périphérie globalement étaient beaucoup moins touchés que d'autres communes en France. Je pense que c'est aussi dû, mais je n'ai pas une explication qui permettrait de solutionner parfaitement ta question, c'est dû au contexte économique alsacien qui est globalement bon par rapport au Bien reste de sûr. la région. Est-ce que c'est lié à la richesse naturelle Mhm. et des ressources qu'on a, c'est-à-dire les entreprises, le domaine viticole, Bien sûr. etc., qu'on a en Alsace? Est-ce que c'est lié aussi aux travailleurs frontaliers qui ramènent quand Oui, même un la pouvoir Suisse, d'achat l'Allemagne, qui sont importants, et bien aux sûr. travailleurs frontaliers, qu'ils soient français ou pas d'ailleurs, Mhm. allemands, suisses, voire luxembourgeois, Oui. pour rester jusqu'à la Moselle? Je pense que ce contexte c'est dû par ça, évidemment, ouais. Ouais. Tout à fait. Et pour revenir un peu sur les investisseurs, quelle erreur tu vois le plus fréquemment dans les baux? Beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Alors maintenant, comme il y a des standards, il y a des baux qui sont faites, dites loi Allure, Oui, qui est une justement. loi qui encadre la forme et le fond des baux. Et donc maintenant, il y a beaucoup moins d'erreurs dans la mesure où c'est Oui. assez standardisé d'une certaine Il y a une manière. trame à respecter et Il puis y il a faut une trame à se fier à cette respecter, trame. exactement. L'erreur la plus fréquente, et en tout cas la plus généraliste que j'observe, c'est des termes trop généraux. Ok. Quand on ne définit pas suffisamment bien les obligations Mhm. tant du bailleur que du locataire. Ok. C'est clairement... Par exemple, pour prendre un exemple, quand il y a une clause résolutoire. La Oui. clause résolutoire, tu sais ce que c'est? C'est quand le locataire ne paie pas plus de 2 loyers consécutifs, Consécutif. le bailleur peut lui délivrer un commandement d'avoir à payer le loyer Oui. visant cette clause résolutoire. Et donc, à ce moment-là, soit le locataire il paye dans le délai imparti, soit le propriétaire peut engager des poursuites auprès du tribunal, passer un délai de deux Bien mois. sûr. Et ça, cette clause résolutoire, elle doit impérativement être bien rédigée. Si elle est trop floue, elle n'est pas Elle applicable et n'est pas donc appliquée. on peut pas expulser. Ok. Ça, c'est la vraie difficulté, sachant que expulser quelqu'un qui ne paye pas son loyer, ça peut être très difficile, puisque du 31 octobre au 31 mars, tu as la trêve hivernale. Oui. Donc déjà, pendant tout ce délai-là, On peut le pas, le locataire locataire n'est ne pas peut expulsable. pas sortir. Conjugué au fait que les procédures judiciaires sont longues, Oui. ça peut durer un an. Quand c'est Et plus, si, si ce n'est plus, et après on peut retomber dans la trêve hivernale, donc pas applicable avant l'expiration du délai, savoir fin donc ça mars. peut durer très longtemps, Ça ça peut peut être des durer, procédures en plus très coûteuses. et en attendant, le bailleur n'est pas réglé de ses loyers. Oui. Passé comme à venir. Ok, donc C'est ça la vraie difficulté. là il y a un vrai enjeu aussi de sécuriser les baux, Oui, un enjeu majeur. Là on a parlé plutôt du locataire, si il ne oui. paye pas ses loyers, etc. Quelles sanctions par contre un propriétaire pourrait avoir dans un abus? Un abus de loyer par exemple. Bon, un abus de loyer, c'est très simple. Il faut que le locataire écrive au propriétaire en indiquant les motifs de cet abus et en Oui, justifiant. Et si jamais il y a une difficulté, ce sera de toute façon comme au contentieux à chaque fois, le tribunal qui tranche, hein. Et ok, donc il s'expose à des dommages et intérêts, plus à rembourser les sommes indûment perçues, donc mhm, le trop-plein, plus éventuellement des dommages et intérêts. Donc c'est globalement, globalement à éviter cette histoire. ok. Comme ça, on a abordé au maximum justement le thème sur les investisseurs, Oui, l'investissement et comment sécuriser les baux et les conseils que tu as pu donner. mhm, Ce que je te propose, Sacha, on va passer sur le thème 3, oui, à savoir les sociétés dans l'immobilier. On sait que les sociétés dans l'immobilier aujourd'hui, ça fait fantasmer beaucoup de gens. oui. C'est aussi pour certaines personnes du chinois quand on dit SCI, SARL, les holdings. En ce moment, on entend beaucoup parler des SCI et des holdings. Euh, Peux-tu nous expliquer l'intérêt d'avoir une société dans l'immobilier? Alors, ça Je te dépend. pose pas des questions faciles, je sais. Non, il n'y a aucune question simple, il faut simplement y répondre. Simplement, c'est une question très large, donc je vais essayer un peu de la cantonner si c'est possible. Bien sûr. Il y a différents modes d'acquisition d'un bien immobilier, puisque Oui, là on est dans l'investissement d'achat, non bien dans sûr. le locatif. Eh bien, on peut déjà commencer par l'acheter en nom propre. Donc en nom propre, c'est-à-dire Gauthier Herzog, tu vas voir la banque, tu fais un prêt, et tu vas voir ton notaire et tu achètes directement en ton nom. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Elle est généralement conseillée, alors déjà aux primo-accédants, c'est-à-dire pour leur premier achat immobilier, et ensuite à ceux qui veulent acheter leur résidence principale, puisque tu peux l'acheter seul. Oui, Il n'y a pas besoin de créer une société pour ça, et si tu la revends, c'est une vente de gré à bien gré, quoi, sûr. hein. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Mais si on veut créer une société, une SCI, c'est généralement pour faire des investissements. Ça ne sert Bien à sûr. rien de créer une SCI, enfin à mon sens, hein, et je peux me tromper, je Mhm. ne crois pas pertinent
de créer une SCI uniquement pour sa résidence La principale. SCI qui est justement la société civile immobilière. Voilà, donc la SCI, c'est une société civile immobilière, donc c'est une société qui ne peut être créée qu'à partir de 2 personnes. On ne peut pas créer une SCI seule, ça Ok. c'est pas possible. Donc c'est forcément pour un investissement à plusieurs. Oui. Donc vous créez une société en vue de la gestion d'un ou plusieurs biens. Ok. Simplement, il y a 2 causes d'exclusion pour créer une SCI, donc on ne peut pas, c'est être seul, et on ne peut pas exercer d'activité commerciale. Ok. Ça, c'est hyper important. Donc, si vous aviez comme ambition de l'achat-revente régulière de terrain ou de faire des Airbnb ou du gîte qui sont automatiquement considérés à partir de certains montants comme une activité commerciale, ça, ce ne sera pas possible avec une SCI. C'est une société civile et non une société commerciale. Ok. Ça, c'est vraiment... Ce qui n'est pas possible non plus de faire avec une SCI, sous réserve d'exceptions, il y en a, mais j'ai pas l'impression qu'on ait le temps de toutes les développer. On ne peut pas non plus faire de location meublée, Ok. sauf exception, hein. Les exceptions, c'est au prorata des montants, Bien mais, sûr. mais, Mais donc, globalement, on fait la location nue, pas de meublé. voilà, Euh, c'est ça l'idée. Alors après, il y a différentes options. Il y a l'option, pas avec une SCI, il y a des avantages majeurs. C'est que d'une part, si vous achetez un logement à plusieurs, vous êtes en indivision. Oui. Donc chacun détient tant de pourcents par rapport part, à l'apport enfin, qu'il a mis. Sauf que le régime d'indivision, il y a une vraie difficulté là-dedans, c'est que pour prendre une décision, il faut nécessairement l'unanimité des indivisaires. Donc moi, je veux modifier ça, toi tu veux pas, on est bloqué. Donc c'est un régime qui peut créer beaucoup de contentieux Exactement. et in fine des litiges. Exactement. Ok. Alors que dans une SCI, C'est une question de part, en au fait. prorata départ. J'ai Voilà. 51%, tu as 49, on est deux. Oui. Et puis on peut vendre les parts à quelqu'un d'autre. Je et dis que puis, j'ai 51, je décide. Ok. Parce que tu es Parce associé que je suis minoritaire. minoritaire. et toi, tu vas Exactement. être majoritaire. Donc ça, c'est aussi ce genre de choses à prendre en compte. La SCI a un certain nombre d'avantages. On peut déduire un certain nombre de charges, qui n'est pas possible de le faire à titre personnel, etc., etc. Ensuite, il y a aussi toute une problématique sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, mais on aura peut-être le loisir d'en discuter plus tard, je ne sais pas. Bien sûr, justement. Alors, pour faire au plus clair possible, Oui. la différence entre acheter en nom propre et en SCI. En nom propre, c'est une personne physique qui va acheter Oui. seule Oui. ou en indivision. Oui, Pour une SCI, c'est plusieurs personnes au sein d'une société, donc des personnes qui deviennent après une personne morale. oui, Justement, quand on passe en société, on devient plusieurs. oui, Le fait d'être plusieurs, tu le sais comme moi, ça peut créer des litiges. tout à fait. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui te disent, écoutez, Maître Kahn, moi je souhaiterais créer une SCI avec mon frère. Comment sécuriser au maximum les statuts de cette SCI et quels conseils tu pourrais leur donner? Alors, de toute façon, c'est très simple, puisque les statuts de SCI sont, comme c'est une société civile, c'est relativement bien encadré. Ok. On n'est pas libre, comme dans une SAS, de rédiger à notre convenance, etc. Il y a pas mal de modalités à déterminer, mais ce que j'ai évoqué, c'est que quand vous êtes en SCI, les litiges se règlent par les statuts. S'il y a un litige, c'est les statuts qui définissent quelles sont les modalités. Par exemple, vous êtes à deux, il y en a un qui veut vendre, il doit demander à l'autre associé s'il peut ou pas, et s'il n'est pas d'accord, il y a un délai de 2 mois, etc., qui sont prévus par les statuts, pour passer outre. Et en cas de difficulté, ça peut toujours être le tribunal qui juge. Retiens bien qu'en cas de difficulté, c'est le tribunal qui tranche. Mais on peut très largement l'éviter avec une bonne rédaction des statuts, Oui. en anticipant toutes les problématiques à venir. Mais globalement, s'il y en a un qui est majoritaire, c'est pour ça que je ne conseille pas d'avoir des associés qui ont un part égal. Ok. Ça, c'est une catastrophe parce que ça peut créer un blocage. Bien sûr, pour prendre les décisions, en fait, Spécialement quand il n'y en a que deux. Oui. 50%, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un blocage? c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc ça, c'est une bonne rédaction des statuts qu'il faut faire. Il faut veiller à ce qu'il y ait un majoritaire et un minoritaire, ce Bien qui sûr. évite les blocages. Ce qui est aussi faisable, c'est de mettre ce qu'on dit, entre guillemets, un tiers de confiance. Oui. Par exemple, on crée une SCI tous les deux, je prends 49, tu prends 49, Et quelqu'un prend deux. et quelqu'un prend 2 pour faire un peu office d'arbitre, quoi, globalement. Ce que j'ai oublié de dire dans une SCI, c'est que les associés sont indéfiniment responsables des dettes. Ok. Donc, c'est-à-dire que si la SCI contracte des dettes, notamment par exemple pour l'emprunt, Oui. pour acheter le bien, ça veut dire que chacun est responsable à hauteur de ses parts. De ces pourcentages de parts dans la SCI. Voilà, tu as 70, tu dois 70 sur 100, j'ai 30, 70% je des dois dettes, 30 sur 100. Si la SCI n'est pas capable de payer, Oui. à ce moment-là, ça se retourne sur le patrimoine propre des associés. Donc on peut être saisi à titre personnel si toutes les voies de recours ont été épuisées contre la SCI. Ça, il faut le savoir. C'est un point qui est quand même relativement dangereux et qui n'est pas le cas avec une société commerciale, comme Ok. une SAS. Si on peut faire un résumé,
bien rédiger les statuts de la SCI. Oui. N'hésitez pas à appeler Sacha d'ailleurs. Oui. Là, on s'en rend compte justement. Moi, j'ai très souvent des clients qui ont une SCI, qui ont plusieurs biens dans la SCI, qui me disent Punaise, maintenant, il faut qu'on passe sur de la holding, on va faire le principe mère-fille pour défiscaliser à fond. Peux-tu nous parler un peu de la holding? Parce que actuellement, c'est un sujet, j'ai l'impression que tout le monde en parle, mais personne ne sait réellement ce que c'est. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu un sujet fourre-tout, la holding, hein. On crée une société, on fout tout dedans et puis Voilà. on voit ce qui se passe. Non, en réalité, une holding n'est intéressante que pour gérer différentes sociétés déjà existantes. Ok. L'avantage d'une holding, c'est que si on fait un régime d'intégration fiscale, on peut faire remonter tous les bénéfices et toutes les pertes et ça se compense. Ok. Et c'est la holding qui supportera l'impôt. Donc, ce qui est avantageux, c'est, par exemple, tu as pas mal de sociétés qui sont à perte, tu as des sociétés qui font 100 de pertes, et tu as des sociétés qui font 100 de bénéfices, revenus nuls. Ok. Donc, la SCI n'accuse pas de déficit, mais comme elle n'accuse pas de bénéfice, il n'y a pas d'impôt. Ok. C'est des compensations. À chaque fois, c'est des compensations. Et on Exactement. peut avoir une SARL, une SCI, Oui. une SAS qui remonte dans la holding. Oui, alors la SCI, c'est plus compliqué parce qu'il faut voir la nature commerciale, etc. Ça, c'est encore autre chose. C'est un peu plus compliqué. Mais sur le principe, c'est possible. Ok. Sous réserve de respecter certaines modalités, d'être soumis à l'impôt sur les Et sociétés. justement, Mais c'est un peu technique, tout ça, pour l'expliquer rapidement en 2 phrases. ouais. Et justement, quelle erreur tu vois les plus fréquemment sur les personnes qui font des holdings? Mal conseillé. Mal conseillé. Mal conseillé parce que ça nécessite une comptabilité particulière, ça nécessite un suivi, on ne peut pas décharger n'importe quoi, n'importe comment. Bien sûr. Je vois beaucoup de gens qui, hop, font passer tout sur les frais de la holding. Mais c'est pas possible, il faut que ça reste dans les boîtes concernées, Bien quoi, sûr. je veux dire, hein. Sauf si c'était des frais vraiment inhérents à la holding. Ce que je vois, c'est une confusion des patrimoines. Et ça, c'est Ok. pas possible en holding. Donc, si on pouvait clôturer peut-être là-dessus, quel conseil globalement tu pourrais donner à un investisseur ou même à un particulier? Peut-être un message un peu d'espoir pour cette année 2026 qui arrive? Oui, bien sûr. Écoutez, il n'y a pas matière à désespoir non plus. Comme je te l'ai dit, le marché était en convalescence. Ça veut dire C'est un bon mot, ça. c'est en rétablissement déjà, hein, et c'est mieux qu'une dégradation, tu conviendras. Euh, Anticiper. Ok. Tout passe par l'anticipation. Il faut anticiper le terrain. Il faut anticiper les normes de PLU. Il faut se renseigner, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau PLU qui va intervenir. Il faut se renseigner sur les réformes des DPE. Voir si les DPE ont été bien faits. Ne pas hésiter à en refaire un soi-même pour vérifier. Euh, En tout état de cause, vérifier tous les actes. Ok. Par exemple, je prends juste un exemple qui m'est arrivé récemment. Il y a quelqu'un qui a fait l'acquisition d'un bien immobilier. Et donc normalement, c'est le notaire de vérifier que tout est en ordre, etc. Bien sûr. Mais il se trouvait que dans cet acte immobilier, il avait acheté un bien immobilier, un terrain. Et il voulait faire une construction sur le terrain. Mais le voisin a dit non, parce qu'en fait, d'après le cadastre, il y avait une servitude de passage. Une servitude de passage, c'est quand un morceau de ton terrain est réservé pour que les usagers, les tiers, puissent l'utiliser pour passer, quoi, tout Ok. simplement, hein. Par exemple, tu as une maison qui est enclavée, Oui. tu as une autre maison qui est là, ils sont obligés d'utiliser une Ça partie s'appelle de leur terrain. Une servitude de passage, tout simplement. Et donc ça, tu es obligé de la respecter. Tu peux pas garer ta bagnole là parce que Bien sinon sûr. tu bloques le passage. Tu peux pas faire de construction, etc. Beaucoup de servitudes ne sont pas transmis dans les actes, retranscrits dans les actes Ouais. de vente. Ce qui fait que du coup, l'acheteur, il est là, il est tranquille, il veut faire une Bien sûr. construction, il peut pas. Oui. Mais maintenant que c'est acheté, c'est acheté. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup d'agents immobiliers, notamment moi, hein, Oui. on n'est même pas informé de toutes les servitudes. D'où Parce l'intérêt de que vérifier les cadastres Voilà. et le livre foncier. Et, voilà. Et le livre foncier que nous, justement, en tant qu'agent immobilier, on n'a pas accès en Alsace au livre foncier. Oui, c'est un droit local, mais le notaire, théoriquement, Le notaire peut nous le donc fournir. il faut l'orienter pour vérifier que le dernier extrait du livre foncier plus le cadastre soit conforme à l'acte de vente. Ok. Ça, c'est l'un des exemples parmi tant d'autres que je pourrais citer, mais ça fait partie de l'anticipation que j'ai évoquée. Ok. Donc ne pas se précipiter et vérifier que toutes les données soient justes. Il faut faire, comme tu l'as évoqué très justement avant, une forme d'audit Bien sûr. général avant et vérifier que tout soit conforme. Pour ensuite rebondir sur le premier thème qui était les zones tendues, le deuxième thème, pardon, qui était les zones tendues ou pas, je vois pas vraiment où est la difficulté. À la rigueur, tant mieux si c'est en zone tendue, ça veut dire que c'est attractif, quoi. Oui, bah, Voilà. Parce qu'évidemment, la reprise du marché, et peut-être que je conclurai là-dessus, la reprise du marché, elle est certes en convalescence, mais elle n'est pas homogène. C'est-à-dire que ça reprend beaucoup plus dans les grandes villes, dans les agglomérations, bref, tout ce qui est matière à zone tendue, entre guillemets, à Bien plus de sûr. 50 000 habitants, que dans les zones rurales.
pour différents motifs, parce que c'est pas attractif d'habiter en ruralité. Je veux dire, la plupart des gens sont des urbains maintenant, hein. D'accord, et puis ils veulent les commerces, les transports, Voilà, souvent des personnes qui vont être aussi plus âgées et qui auront besoin d'avoir un logement adapté. C'est ce exactement. qu'on avait parlé justement pour le premier Et il y podcast a avec, aussi une autre problématique sur laquelle tu avais rebondi, c'est sur le DPE. oui, Parce qu'il se trouve qu'en zone rurale, les logements qui sont conservés plus longtemps, etc., ont moins fait l'objet de mise à jour bien énergétique. sûr. Et donc, voilà la vraie difficulté. Et donc, ça supporte des travaux en plus, Mhm. etc. etc. Par contre, la loi de finances 2026 prévoit que pour les travaux énergétiques, il y a un abattement fiscal de 40 000 euros. Il est Ok. actuellement de 10 700 et il pourrait être augmenté à 40 000 euros, justement pour remettre dans le marché les logements qui sont actuellement Les classés dans des logements qui sont actuellement en passoire thermiques énergétique pour les sortir de cette zone et les remettre dans et pour le améliorer aussi parc locatif, le confort des Français, hein, faut le dire. en plus. Ok. Mais ça améliorera le parc locatif et ça pourra faire diminuer des zones tendues. Voilà. Ok. Bah écoute, Sacha, je pense que les maîtres mots pour 2026 vont être anticiper, se faire accompagner pour finalement mieux se sécuriser. On Exactement. peut conclure là-dessus? Mais j'aurais pas fait mieux comme conclusion, de toute Super. façon. Bah écoute, Sacha, merci d'avoir répondu Un à immense merci de l'invitation m'avoir invité, en tout cas. et puis on se dit à très bientôt. J'espère. Voilà.